Bonsoir à tous. Toute l'équipe de Planète Conférence vous souhaite une très belle année 2016. Bienvenue parmi nous ce soir, encore nombreux et fidèles. Je remercie toutes les personnes qui assistent au cycle de conférences de manière assidue, les étudiants présents également, les collègues présents. Planète Conférence va poursuivre ses actions en proposant donc des conférences variées comme les saisons précédentes. Ce soir, on vous présentera tout à l'heure Océan et Climat. Vous aurez également le mois prochain, le 8 mars, une conférence assurée par Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui vous parlera de biodiversité, génétique et société. Vous aurez également, alors en avril, c'est pas confirmé encore, mais non plus, mais ça va venir. Et au mois de juin, parce que je pense que certains seront intéressés pour assister à la conférence de Philippe Mérieux, donc le 14 juin. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient être informés à l'avance, vous pouvez toujours, comme à l'accoutumée, me laisser votre mail à l'issue de la conférence ou bien consulter le site internet de l'université, de l'UBS, à la rubrique Planète Conférence, où nous mettons en ligne donc le titre, le résumé et l'intervenant le plus tôt possible, de façon à vous informer rapidement des conférences à venir. Je vais laisser la parole pour présenter le conférencier de ce soir à Louis Fréchon, qui est un étudiant de l'UBS en licence de biologie et sciences de l'environnement. Il nous a mis en contact avec Frédéric Lemanac, qui va assurer la conférence donc ce soir. Je laisse la parole à Louis. Bonsoir à tous. Je suis très content de voir une salle bien comble comme ça. Donc tout simplement, j'ai décidé d'organiser cette conférence parce que je suis allé faire un tour à la COP21 et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'étudiants là-bas concernant les échanges, les accords qu'il y avait eu sur place. Et comme Jérôme Delafosse m'avait parlé de l'association Bloom qu'on a vu dans son documentaire, je trouvais ça vraiment hyper intéressant de faire le point, comprendre, vraiment globaliser les données. Et j'ai appelé Frédéric justement pour qu'il vienne nous présenter les travaux de son association Bloom. Il bosse principalement sur la pêche en eau profonde, la pêche durable et le shark finning des requins, qui consiste à couper les ailerons pour les commercialiser. Et des travaux sur l'océan et le climat. Tout ça va vous être présenté par Frédéric plus en détail après l'océan et le climat du coup. Voilà, je vous laisse la parole. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Moyen, je vais peut-être prendre le micro. Vous entendez mieux avec l'autre micro? Je suis plus à l'aise avec celui-là aussi. Je vais déjà commencer par vous recommander la prochaine conférence de Pierre-Henri Gouillon, qui est un professeur que j'ai eu l'occasion d'avoir quand j'étais en licence à Paris, qui est absolument formidable. Donc il va vous parler de génétique, je pense. Ça peut faire peur, mais c'est absolument fascinant. Donc je vous la recommande chaudement si vous êtes dans le coin. Donc ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de génétique, je vais vous parler d'océan et de climat. Quel est le lien que l'océan entretient avec le climat? Pourquoi chacun d'entre nous ici dans la salle, mais aussi n'importe où au monde, nécessite ce lien qu'on a avec l'océan? Vous êtes à Vannes, donc forcément vous avez un lien assez fort, mais chaque habitant sur Terre a besoin d'un océan en bonne santé. Avant de parler de ce lien très fort, je vais vous présenter l'association pour laquelle je travaille, qui est l'association Bloom. C'est une association à but non lucratif, sous la loi 1901, si vous voulez un petit peu de spécificité. Nous sommes 7 salariés, quelques stagiaires, donc ça varie entre 1 et 3 selon l'année, et notre directrice, notre présidente maintenant, Claire Nouvian, que vous voyez là, à l'avant, qui est bénévole. Sinon, nous sommes tous salariés.
Et on est une ONG qui diffère un petit peu des autres, comme celles que vous pouvez connaître, comme Greenpeace ou WWF, dans le sens où on fait nous-mêmes notre recherche. Donc sur la photo que vous voyez là, la moitié des personnes présentes est chercheur en fait. Donc on a, je vais vous les désigner sur l'écran, Charlène Joanneau qui est chargée de projet, qui a fait un master en océanographie en biologie marine, qui travaille sur les écolabels des produits marins. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si quand vous allez au marché, vous ne savez pas quoi choisir et que vous êtes un peu noyé sous les labels pêche durable, pêche responsable, tout ça, regardez un petit peu son travail. Cette année, il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Camille Morel, c'est notre formidable stagiaire qui part malheureusement au mois de mars, qui nous aide beaucoup sur la communication, sur les réseaux sociaux. Laure Ducot, qui est la réalisatrice du documentaire Intox sur les lobbies de la pêche industrielle en Europe, que vous avez peut-être vu sur YouTube. Il y a eu plus de 35 000 vues. C'est un documentaire qui a été sélectionné à des documentaires, qui a gagné des prix, qui est vraiment très très bien fait, qui dure 45 minutes. Je vous le recommande chaudement. Il est sur YouTube. Ça vous expliquera tout le fonctionnement en fait des lobbies et des contre-lobbies qui se passent au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil des ministres européens, pour faire avancer les agendas des uns et des autres sur les questions de la pêche, puisque vous savez que la pêche en France n'est pas gérée au niveau national, mais au niveau européen, et ensuite c'est uniquement appliqué par des décrets au niveau national. Sabine Rosset, ici, qui est notre directrice adjointe, qui s'occupe de tout ce qui est recherche de financement. Et donc, c'est très important pour une ONG et aussi de relations humaines. Valérie Lebrun, c'est notre doctorante à Paris-Sorbonne qui travaille sur les subventions allouées au secteur de la pêche en France. Vaste sujet, sujet très opaque qui demande des années et des années de recherche. Donc, c'est pour ça qu'elle est en thèse avec nous. Il fallait plus qu'un CDD de 12 mois pour travailler là-dessus. Je vais me sauter, je reviendrai sur moi après. Claire Nouvian, je vous l'ai présenté très rapidement, c'est notre présidente qui a fondé l'association Bloom en 2005, après avoir vu une exposition à l'Aquarium de Monterey en Californie sur les abysses, et qui a été absolument sidérée par le fait que les abysses, tout le monde s'en foutait, que c'était pas du tout protégé. Donc elle s'est dit, je vais créer une association pour protéger ce milieu-là. Depuis, en fait, elle a fait beaucoup plus que ça, puisque l'association Bloom ne s'occupe pas que des abysses et de la pêche en eau profonde, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Alexia Lahaye, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui est l'assistante administrative, donc qui s'occupe de tout ce qui est dons, plateforme, base de données, personne clé dans l'association. Et dans le coin, là, c'est Pierre Ramel, qui est notre nouveau directeur général, qui nous a rejoint il y a quelques semaines, qui a plutôt un cursus et une expérience professionnelle dans l'humanitaire, mais qui s'est toujours senti très proche de l'environnement et qui a voulu venir nous aider en nous rejoignant. Voilà, et donc moi, Frédéric Lemanac, je suis le directeur scientifique de l'association, donc je chapeaute un petit peu tous les autres projets des chargés de recherche. Et voilà, c'est assez sur moi. Bloom, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est une ONG qui est un peu particulière dans le sens où elle fait sa recherche. La recherche, je vais venir un petit peu après, mais on fait pas que ça. En fait, on a un fonctionnement autour de 3 piliers. Et le premier pilier, c'est la pédagogie. Une partie du premier pilier, c'est la pédagogie. Quelque chose qui nous semble absolument fondamental, c'est de discuter et d'éduquer les enfants, les étudiants. Donc il y en a ce soir, mais on va aussi vers les plus jeunes, en primaire, en maternelle, pour essayer de faire vibrer la fibre environnementale, pour leur donner envie de s'intéresser à l'environnement et de le protéger. On sent tous qu'on a un lien très fort avec la nature, on adore avoir des animaux de compagnie. C'est quelque chose que tout le monde sait, mais on n'a pas toujours un lien avec la nature, la vraie nature, parce qu'on peut vivre dans la ville, tout ça, et c'est important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge pour faire vibrer cette fibre environnementale. Et donc 2 choses que Bloom a fait dans les années 2000, c'était principalement grâce à Claire Nouvian, la fondatrice, c'était le livre Abyss, qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires, qui a été traduit dans une douzaine de langues, et qui a été repris
par une exposition éponyme qui s'appelle donc aussi Abyss et qui a circulé au travers le monde, qui a commencé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais qui est maintenant à Singapour et qui va aussi commencer bientôt en Suisse, à Neuchâtel. Donc cette exposition-là, on a arrêté de compter après 1 milliard de personnes touchées, parce qu'en fait on a fait une exposition en Chine. Donc forcément, ça fait grimper le nombre de visiteurs et de personnes touchées. Donc on a arrêté à 1 milliard de personnes touchées. Voilà. Donc là, on ne sait plus. On est dans des chiffres avec beaucoup de zéros. Et sur la droite, vous voyez donc quelques images d'animaux des abysses. Ils sont tous fabuleux. Ils ont tous une caractéristique, un trait de vie qui les rend uniques, qui nous fascine, qui nous donne envie de les préserver, même s'ils vivent à 2000, 3000 mètres de profondeur, en plein milieu de l'océan, et que personne ne les verra jamais, à part James Cameron quand il va plonger au niveau de la fosse des Mariannes. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne nous servent pas dans le sens de notre société, de notre vie. Et en plus, ils sont là, donc ils ont évidemment le droit de vivre autant que nous. Donc protégeons-les. Un deuxième aspect de la pédagogie, comme je vous l'ai dit, c'est l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Donc là sur la gauche, vous voyez une image, c'est pas E.T., c'est une lotte de mer épineuse en mascotte qui fait partie du spectacle Les Dernières Nouvelles de la Mer, qui a tourné pendant quelques années en France, pareil, qui a touché beaucoup de personnes. Et sur la droite, c'est la remise d'un prix qu'on avait, d'un concours qu'on avait organisé qui s'appelait Pulp Fiction. Et donc les enfants des écoles de la France entière pouvaient envoyer des dessins pour éventuellement gagner un prix. Un autre aspect de Bloom, c'est la sensibilisation. Donc ça va de pair, hein, c'est pour ça que les diapos sont adossés. Hein, c'est la sensibilisation là du plus grand nombre. Donc pas que les enfants et les étudiants qui vont décider les choses de demain, mais vous. Voilà, je vois qu'il n'y a pas que des étudiants dans la salle. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à être sensibilisés et que vous pourrez sensibiliser d'autres personnes plus tard autour de vous. Et je pense que Bloom et là encore se démarque des autres ONG parce qu'on a un mode de communication qui est très différent, de sensibilisation qui peut être très différent d'autres ONG. Là, j'ai mis 2 photos de street artistes qui s'étaient alliés à nous en fait et qui ont peint des choses abyssales, des choses marines sur des murs, sur des bouches de caniveaux, sur des pancartes qu'ils avaient affichées dans les villes, à travers toute l'Europe, dans toutes les capitales de l'Europe, de l'Union européenne, il y a 2 ans. Ça a touché énormément de gens, parce que les gens ont vu ces grandes banderoles, ces grandes fresques peintes par des street artistes reconnus, et qui se sont dit, tiens, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils peignent un poulpe en plein milieu de Bruxelles? Donc après, on a pu sensibiliser les gens à la pêche en eau profonde et leur montrer que c'était pas quelque chose que la société voulait et qu'il fallait réussir à régler le problème au niveau européen. Je vous reparlerai un petit peu de cette campagne plus tard. Vous en faites pas si vous êtes un peu largué sur la pêche en eau profonde. Un autre moyen de sensibilisation qu'on avait trouvé, c'était de mettre des grandes bâches Gare du Nord. Donc ça demandait de la logistique très très importante, comme vous pouvez l'imaginer. Là, on a l'impression que c'est des petites affiches, mais en fait, ça fait 2 fois 110 mètres carrés. Donc là, j'ai pas mis l'image avec les petites personnes à côté qui accrochaient les affiches, mais c'est absolument. On les voit? Oui. Mais en tout cas, voilà, 110 mètres carrés. Imaginez-vous un appartement de 110 mètres carrés, c'est déjà une belle surface. Donc ça a sensibilisé énormément de gens. Gare du Nord, c'est la première gare de Paris. C'est là où il y a le plus de gens qui passent tous les matins et tous les soirs. Je me rappelle plus exactement de la fréquence journalière, mais c'est un truc absolument phénoménal. Gare du Nord, c'est aussi la gare qui accueille tous les politiciens qui vont à Bruxelles pour le Conseil des ministres, pour le Parlement. Donc forcément, c'était stratégique pour nous de faire un affichage là-bas pour leur dire les citoyens ne veulent plus du chalutage en eau profonde, actez-le au niveau européen. Une autre facette de Bloom qui est très importante, c'est les partenariats qu'on peut faire avec différents acteurs de notre vie de tous les jours. Là, je vous ai mis un exemple
avec Lush, peut-être que vous connaissez. C'est une marque de cosmétiques qui utilise que des produits naturels, qui fait pas de tests sur les animaux, donc qui est relativement éthique par rapport à d'autres marques de cosmétiques qu'on peut connaître. Et avec Lush, on a fait un partenariat dans tous les pays européens, là encore pour parler de la pêche en eau profonde, pour essayer de faire pression au niveau politique pour que cette pêche-là soit arrêtée au niveau européen. Et donc ça a donné quelque chose d'assez joli. Là j'ai mis quelques photos du résultat. Ça a l'air d'être des animaux des abysses. En fait c'est du body painting, donc c'est des artistes qui ont peint ces choses-là sur des personnes. Si vous regardez un petit peu, on voit bien je trouve sur le poulpe en bas. Sinon il y a vraiment des images où on voit pas du tout que c'est pas réel, que c'est pas un vrai animal. Donc ça a beaucoup marqué. Lush nous a reversé une partie des fonds qu'ils ont récoltés avec cette campagne-là. Mais en tout cas, de faire ces campagnes de body painting dans les boutiques de Lush à travers l'Europe, ça a vraiment permis de toucher un public pas forcément qu'on touche d'habitude et de toucher énormément de monde. Dans la rue, les gens s'arrêtaient pour voir ce qui se passait. Là encore, c'était en lien avec la campagne Pêche profonde, qui est vraiment, je pense que vous avez commencé à le remarquer, la campagne phare de Bloom. Mais ça va changer. Un autre partenariat qu'on a fait il y a maintenant 2 ans, c'est avec Issey Miyake, qui est tombé amoureux du livre Abyss de Claire et qui a décidé de prendre 2-3 photos pour en faire une ligne pas de haute couture, mais de prêt-à-porter haut de gamme. Donc là, vous voyez les trois photos qui avaient été retenues. Et donc, c'était pour le défilé, pour la collection Printemps-été 2015. Donc là encore, ça nous a permis de toucher un public que nous, on touchait pour le coup jamais, le monde de la mode. Et d'avoir ce défilé-là à Paris, d'avoir des images de Bloom et des pancartes, des posters qui expliquaient la pêche en eau profonde dans des boutiques de mode, ça a vraiment permis de toucher énormément de gens. On n'a pas pu compter combien, mais on sait que ça nous a servi. Une autre facette de Bloom, là on touche à un pilier qui est vraiment très important, c'est le plaidoyer politique. On est persuadé que si on veut faire bouger les choses dans la durée, forcément il faut que ce soit acté par des lois. Se dire j'arrête de manger du poisson en tant que citoyen, c'est bien, mais il faut aussi que les industries arrêtent d'offrir ce poisson-là si jamais il est jugé mauvais pour l'environnement, du point de vue de la pêche. Donc là, c'est 2 exemples d'actions politiques qu'on a faites il y a quelques années. Un appel à Ségolène Royal le 18 juin pour lui demander d'acter, de soutenir la proposition d'interdiction de chalutage en eau profonde au niveau européen. Et avec Dark Vador et Yoda, c'était pour le vote aux législatives européennes. Où en fait on donnait une consigne de vote officieuse en fonction des positions des uns et des autres sur la pêche en eau profonde au niveau européen. Donc tout ça, c'est des messages qui sont relayés très très fortement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, les gens partagent, aiment, et forcément au bout d'un moment ça interpelle les gens qui sont ciblés. Ségolène Royal, même si elle nous a encore jamais reçus pour une réunion, malgré 4 ans d'appels et d'envoi de courriel, sait qu'on existe. Et je ne sais pas si vous avez suivi le débat sur le projet de loi biodiversité au Sénat. C'est passionnant. Il y a quelques jours, regardez Public Sénat. Les débats sont franchement passionnants. Et donc, elle a fait un plaidoyer pour l'interdiction de la pêche en eau profonde qui était absolument... on s'y attendait pas du tout. Elle était porte-parole de Bloom. Donc, ça fonctionne, en fait, d'envoyer toujours le même message pendant 3, 4, 5 ans à la même personne. Au bout d'un moment, le message finit par rentrer. En début d'année, en fin d'année 2015, on lui a envoyé 3000 cartes postales pour lui demander d'arrêter le chalutage en eau profonde au niveau européen. Apparemment, ça a un petit peu fait grincer des dents au niveau du ministère. La Poste n'a pas dû apprécier non plus. Mais bon, il y a des outils pour tout. Et Bloom, je vous ai dit aussi, un des piliers, et ce qui nous différencie vraiment de n'importe quelle autre ONG, c'est la recherche. Il y a la moitié de l'équipe, la moitié des salariés qui fait de la recherche, à pratiquement temps plein.
Effectivement, on fait un petit peu de plaidoyer, on fait quelques réunions à droite à gauche, on fait un petit peu d'éducation et de sensibilisation quand on nous invite. Mais moi, de 9h du matin à, je vais pas dire à quelle heure je finis, mais 20h, 21h, je fais de la recherche. Donc la recherche, on pourra en discuter plus tard avec les étudiants. C'est pas de la plongée, c'est pas de la collecte de bigorneaux sur la plage, c'est de l'ordinateur. Pour travailler dans la recherche et certainement dans une ONG, il faut aimer les ordinateurs, il faut aimer faire des analyses statistiques, récupérer des données et les mettre dans Excel ou dans d'autres logiciels pour faire du code. C'est vraiment notre mode de vie. Et donc là, j'ai mis deux exemples de recherche qu'on a produites à Bloom l'année dernière et il y a 2 ans. À gauche, un poisson en cache-t-il un autre. On a fait ça en collaboration avec d'autres ONG, avec des laboratoires de recherche publics, pour voir si les poissons qu'on achetait étaient vraiment ceux qui étaient affichés. Donc, par exemple, si vous achetez du thon rouge, vous êtes pratiquement certain que ce n'est pas du thon rouge. Voilà, parce que le thon rouge, c'est une espèce qui a une très très forte valeur commerciale, mais qui est principalement exportée vers le Japon pour le marché du sashimi, du poisson cru consommé avec du riz. Donc si vous achetez, à moins que vous viviez à Sète et que vous ayez accès au marché de la pêche artisanale, le thon rouge que vous consommez n'est pas du thon rouge. Voilà, donc on a fait des analyses génétiques, on a demandé aux gens d'aller dans des restaurants, d'aller au marché, d'aller dans des grandes surfaces, acheter du poisson, noter le nom qui était sur l'étiquette, prendre un petit échantillon, le mettre dans une flasque d'alcool qu'on leur avait fournie et de nous le renvoyer. Donc on a fait analyser ça par un laboratoire et on a fait des résultats au niveau européen. Il se trouve que la France est plutôt un très bon élève par rapport à d'autres pays comme l'Irlande par exemple qui est catastrophique, mais il y a quand même quelques poissons pour lesquels ça pêche. Et à droite, c'est un exemple de recherche qu'on a publié l'année dernière, qui s'appelle La Belle et la Bête, qui est sur l'utilisation d'huile de foie de requin dans les cosmétiques. Donc, quand vous utilisez des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des crèmes anti-rides, du rouge à lèvres, des shampoings, potentiellement, vous mettez du requin sur votre corps. La raison, elle est très simple, c'est que dans cette huile de foie de requin, il y a une molécule qu'on appelle le squalane, mais qui s'oxyde en squalane très rapidement. Et ce squalane, c'est une molécule qui est très hydratante, qui n'est pas grasse, qui ne colle pas et qui est très peu sensible à la température. Donc ça en fait la molécule parfaite pour la cosmétique. Vous en trouvez pratiquement dans toutes les crèmes. La chose positive, c'est que ce squalane, vous pouvez aussi l'extraire de canne à sucre, avec une réaction enzymatique avec des bactéries, et vous pouvez aussi l'extraire d'olive. Et donc, nous, de notre point de vue, on se dit, à partir du moment où on peut l'extraire d'olive, pourquoi aller tuer des requins pour faire la même chose? Et donc, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, nous sommes en 2016, on avait fait une première étude pour montrer quel était ce marché du squalane. Et donc, on avait vu que c'était les marques cosmétiques qui étaient les premiers utilisateurs. Et on leur avait dit, arrêtez d'utiliser le squalane de requin, utilisez du squalane d'olive ou de canne à sucre. Et on reviendra dans 2 ans pour tester vos produits. Et si vous n'avez pas changé, on vous allume. Eh ben, ils ont changé. Ils ont changé. En France, on a trouvé quelques crèmes qui avaient encore du squalane de requin. C'était pas beaucoup, c'était une crème sur 5, sur 6. Et une de ces marques-là nous a dit, mais ça, c'est parce que vous avez testé une crème qui a été produite avant le 27 juillet 2014. Regardez le numéro de l'eau. Depuis cette date-là, nous n'utilisons plus de squalane animal. On a regardé le numéro de l'eau, effectivement, c'était une date antérieure à ça. Ils nous ont renvoyé l'intégralité de leur gamme de crème et il n'y avait pas de squalane de requin dans leur crème. Le problème persiste en Asie. Pour nous, alors c'est loin, donc on dit que l'Asie c'est opaque, mais c'est vrai que c'est opaque. Il y a très peu d'ONG, que ce soit au Japon, en Chine ou en Corée. Donc les problèmes environnementaux ne sont pas aussi discutés dans l'arène politique qu'en Europe. Donc là-bas, il y a toujours un problème, il y a toujours à peu près une crème sur 2
qui utilisent du squalane de requin. Donc là, on essaye maintenant de reprendre cette étude-là, de la traduire en japonais, en chinois, en coréen, pour essayer de faire un petit peu de battage médiatique, pour que enfin les crèmes asiatiques prennent le relais et arrêtent d'utiliser du squalane de requin et passent au squalane végétal. C'est pas nos seuls programmes de recherche. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est des sujets de recherche qui sont assez sensibles et on peut pas vous dévoiler les tenants, les aboutissants avant que les études sortent. Mais on s'intéresse à plein de choses. La pêche en eau profonde, donc c'est la pêche qui se fait à partir de 400 mètres de profondeur, mais qui a pu aller jusqu'à 1500, 1800 mètres de profondeur. Avec des chaluts. Donc un chalut, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans la salle, mais c'est une espèce de grande chaussette qui est lestée avec des panneaux métalliques et qui est raclée au fond de l'océan pour pêcher le poisson. C'est très peu sélectif. Donc tous les poissons sont récupérés par le chalut, à part ceux qui sont très intelligents, très vifs, qui arrivent à s'en échapper. Donc les jeunes, les vieux, tout rentre dedans, toutes les espèces rentrent dedans. Et ça a aussi un impact sur l'habitat, puisque ce chalut qui est lesté va en fait labourer le fond de l'océan et détruire les éponges, les coraux qui ont pu mettre à ces profondeurs-là de 1500-1800 mètres de profondeur plusieurs milliers d'années à se constituer. Donc nous, on est évidemment contre cette méthode de pêche, surtout que c'est pas rentable. En fait, en analysant les comptes de la SCAPES, qui est pratiquement le seul acteur au niveau français à faire ce type de pêche, on s'est rendu compte que cet acteur-là n'était viable économiquement que grâce aux subventions publiques, donc à nos impôts, et à l'argent injecté par sa maison mère, qui est Intermarché. Un pêcheur indépendant ne pourrait pas faire ce type de pêche. L'énergie nécessaire à aller pêcher à 1500 mètres de profondeur avec des chaluts, un panneau de chalut, ça peut faire 2 ou 3 tonnes. Hein. C'est pas des petites plaques en métal. Voilà, donc c'est une méthode de pêche qui est complètement aberrante et on lutte contre ça. Et du coup, j'ai parlé de subventions, qui est aussi un de nos gros sujets de recherche. Nous, on aimerait bien savoir comment utiliser l'argent public du citoyen. Est-ce que ça sert à mettre en place des engins de pêche ou des méthodes de pêche ou des politiques de pêche qui sont dans la lignée des directives européennes ou onusiennes sur la protection de l'environnement? Mais on ne sait pas. En fait, depuis quelques années, c'est chaque pays membre de l'Union européenne qui est en charge de faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Et en France, c'est pas opaque. Hein. On n'a pas besoin d'aller en Asie pour ça. Nous, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a lancé des demandes d'accès aux données de subventionnement du secteur de la pêche. Ça fait 1 an qu'on nous mène en bateau en nous disant non, on verra, peut-être. Donc là, on commence à lancer des demandes un petit peu plus musclées au niveau juridique. On verra si ça commence à porter ses fruits. C'est pas sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des écolabels, des produits de la pêche. Donc c'est tous ces petits macarons qui sont en général créés par les marques pour leurs produits, pour faire du greenwashing. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Voilà, on travaille sur plein d'autres choses. Moi, j'ai fait ma thèse sur les accords de pêche entre l'Europe et les pays africains. Donc, c'est quelque chose aussi qui va forcément débouler à un moment ou l'autre dans les thèmes de Bloom. Les accords de pêche, c'est un papier qui dit moi, Madagascar, j'autorise l'Union européenne à amener 25 bateaux de 80 mètres de long pour pêcher 10 000 tonnes de thon dans mes eaux contre 2 millions d'euros annuels. Donc il y a énormément de choses qui ne vont pas avec ces accords de pêche-là, et c'est quelque chose que nous on aimerait bien discuter par la suite. J'arrive à la fin de la présentation de Bloom, je regarde un petit peu l'heure quand même. Bloom, c'est aussi de la mobilisation citoyenne. Là, vous avez une photo de la mutinerie des abysses qu'on avait organisée en 2014, qui avait rassemblé pas mal de monde, toujours pour demander l'interdiction du chalutage en eau profonde au niveau européen. Il y avait des personnalités publiques, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs qui nous ont rejoints pour faire pression. Il faisait pas très beau, il pleuvait, mais les gens sont quand même venus. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers en fait. C'est qu'on est suivi par des gens qui nous suivent parce qu'ils apprécient nos actions, notre mode de fonctionnement, et ils sont prêts vraiment à se mobiliser pour faire avancer les choses.
Et Bloom, c'est surtout de l'imprévu. Donc vous avez vu en haut le kakémono de présentation avec des dessins de Pénélope Bagieux qui avait fait un buzz monumental il y a quelques années sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Elle avait fait une BD à la suite d'une conférence TED de Claire Nouvian où elle avait repris point par point ce qui avait été dit. Et voilà, ça nous a vraiment permis de sortir du bois au niveau politique. Notre pétition qui avait amassé 35 000 signatures jusqu'à ce que la BD sorte est passée à 250 000 en quelques jours. Et là, on est à presque 900 000. Ça a servi au niveau politique, puisque la France, il y a quelques mois, a enfin pris position contre l'utilisation du chalut de fond dans les eaux européennes. C'est quelque chose qui était complètement impossible pour nous il y a encore quelques mois. Et du jour au lendemain, ils ont retourné leur veste, ils ont changé d'avis et maintenant ils soutiennent la proposition d'interdiction au niveau européen. Donc ça prend du temps. Voilà, tout ça pour dire que ça prend du temps. Il faut de la mobilisation. Il faut qu'il y ait des gens derrière. Il faut que les gens prennent leur téléphone, envoient des emails aux élus locaux. Il faut que les gens aillent dans les grandes distributions et disent à leurs poissonniers, nous on veut pas que vous vendiez du poisson pêché au chalutage de fond. On veut pas ci, on veut pas ça. Forcément, s'il y a 100, 1000, 10 000 personnes, 1 million de personnes qui demandent la même chose, ça bouge. On l'a vu au niveau européen. Quand on a demandé, quand il y a cette BD-là qui est sortie, en l'espace de quelques jours ou de quelques très courtes semaines, il y a la majorité des grandes surfaces, des grandes distributions françaises qui ont dit, nous, on arrête la commercialisation du chalutage en eau profonde parce qu'ils avaient des citoyens qui venaient pour leur dire, tant que vous vendrez cette espèce-là, je ne reviendrai plus dans votre magasin. Au bout d'un moment, ça fait grincer les dents. Donc, lâchez jamais l'affaire. Voilà pour la présentation de Bloom. Maintenant, je vais retourner au sujet principal de la conférence de ce soir, qui était donc sur le lien entre l'océan et le climat. On a imprimé un peu plus tôt dans l'année, mais non, c'est pas possible. À la fin de l'année 2015, un guide avant la COP 21 sur les liens qui unissent l'océan et le climat. Malheureusement, on n'a pas pu l'imprimer pour ce soir parce qu'on est un peu limite au niveau argent en ce moment, et malheureusement ça coûte très cher, mais vous pouvez bien sûr trouver le PDF de ce guide-là en ligne sur le site de l'association, à bloomassociation.org, et il est de toute façon mis à jour par rapport à cette version papier-là. Vous avez 2 pages en plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait faire attention à l'océan ? Eh ben là, j'ai mis quelques chiffres clés. L'océan, c'est 71% de la surface de la planète. Ça, vous le savez. On est allé à l'école. La planète bleue, ça parle à tout le monde. Donc là, c'est une vue de la planète Terre. Mauvais nom. Vue du Pacifique. Et on voit pratiquement pas de terre émergée. C'est pratiquement que de l'océan. Donc 75% de la surface de la Terre, c'est pas de la Terre. L'océan, c'est aussi 98% de la biosphère. C'est-à-dire de l'espace terrestre sur laquelle la vie peut se développer. Donc la vie peut pas se développer, ou du moins on croit encore à la limite de l'atmosphère. La vie terrestre est vraiment superficielle sur le sol et proche du sol, mais l'océan descend aussi très profondément et il y a de la vie dans toute la colonne d'eau. Donc c'est très important. C'est 96,5% des quantités d'eau sur Terre. Donc c'est que de l'eau salée, hein, mais sur Terre on a très très peu d'eau douce. La majeure partie de l'eau est contenue dans l'océan, et c'est 50% de l'eau de produit. Donc c'est pour ça que je disais que chaque personne sur Terre dépend de l'océan. C'est que quand vous respirez, que vous inspirez, que vous expirez 2 fois, eh ben, une fois c'est grâce à l'océan. Donc même si vous habitez au fin fond du pays le plus éloigné de l'océan, vous vivez grâce à l'océan. En plus de ça, il y a plein de choses qui font que l'océan est très important. Il y a 50% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui dépendent de l'océan pour la nourriture ou pour leur travail tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel on a un lien très fort. Et le CO2, on en a beaucoup parlé pendant la COP 21. L'océan, absorbe aussi 50% du CO2 qu'on émet
tous les ans avec nos activités quand on brûle de l'énergie fossile et qu'on émet du CO2. Il y en a une molécule sur deux qui est absorbée par l'océan. Ça va poser tout un tas de problèmes dont on va discuter plus tard. Donc c'est vraiment la phrase choc de cette conférence-là. Donc je vais reprendre point par point ce qu'il y a dans le guide. J'espère que vous le connaissez pas déjà par cœur, sinon ça va être un peu long. Et la première question qu'on posait dans ce guide-là, c'était de savoir si le niveau de l'océan monte réellement. Parce que c'est une question qu'on entend très souvent. Il y a encore eu une étude là très récemment qui est sortie il y a quelques jours et qui a été reprise dans tous les médias nationaux hier et aujourd'hui, qui disait que finalement on avait sous-estimé la montée du niveau de l'océan et que c'était pas 1 mm mais 1,7 mm par an. On a l'impression qu'1,7 mm par an, c'est rien. Alors, détrompez-vous, c'est énorme. Sur une centaine d'années, ça fait quand même beaucoup. Et nous, effectivement, en France, ça peut paraître comme dérisoire, surtout si on n'habite pas à Vannes, mais dans le centre de la France ou en Auvergne ou dans les Alpes. Mais pour ceux qui habitent sur la côte, donc c'est 50% de la population mondiale, une augmentation de quelques centimètres du niveau de l'océan, ça peut avoir des conséquences dévastatrices pour peu qu'il y ait une tempête ou des inondations. Ça peut causer des inondations quand il y a des tempêtes, quand il y a des grandes marées, et quand les deux sont combinés, on connaît des épisodes comme Xynthia il y a quelques années en France, où tout le littoral est balayé. Donc ça, c'est une photo d'une plage en Australie. On adore vivre les pieds dans le sable, donc forcément, ça va poser un gros problème si le niveau de l'océan monte trop. Pourquoi le niveau de l'océan monte ? Le facteur principal, c'est la dilatation thermique. Quand vous chauffez de l'eau, ça se dilate, et comme on vit dans un système qui est fermé, la Terre ne grossit pas, et bien forcément le niveau monte. Si vous mettez de l'eau dans un verre et que vous chauffez l'eau, le niveau va monter. Ça, c'est l'explication principale. Une autre explication de l'augmentation du niveau de la mer, c'est la fonte des glaces continentales. Donc on dit souvent, oui, quand un iceberg fond, ça ne change pas le niveau de la mer parce que c'est comme quand un glaçon fond dans le verre d'eau. Ça s'équilibre, il y a les forces qui s'annulent et donc quand le glaçon fond, ça change rien. C'est pas si simple que ça parce qu'en fait l'iceberg s'est détaché d'un glacier continental et donc il apporte de l'eau dans l'océan. Donc quand un iceberg fond, en lui-même, il va pas faire varier le niveau de l'océan, sauf que quand on considère que cet iceberg-là appartenait à de la glace terrestre, en fait, il a ajouté de l'eau dans l'océan, donc le niveau monte. Donc c'est pour ça qu'on fait la distinction entre glace continentale et glace de mer. Par exemple, il y a de la glace de mer qui se forme. Quand l'eau de mer devient trop froide, elle gèle. Et donc là, ça fait un glaçon d'eau salée qui, lui, ne va pas faire varier le niveau de la mer quand il va fondre. Voilà. Donc le niveau de la mer monte. Il monte à hauteur de 1,7 mm par an. Faites le calcul, ça fait quand même des bons centimètres au bout d'une centaine d'années. Il y a beaucoup d'endroits sur Terre où le niveau de la mer, où le niveau de la Terre est très bas. Je pense par exemple aux îles Maldives ou dans certaines îles du Pacifique, comme Kiribati. Ces îles-là vont être rasées de la surface de la planète quand l'eau aura monté de quelques centimètres. Donc ça impacte vraiment énormément de gens. Sur le littoral, je vous rappelle encore que 50% de la population humaine vit à moins de 100 km des côtes. Donc si ça monte un peu trop ou si c'est couplé avec des grandes marées ou avec des tempêtes, il y a énormément de zones qui vont être détruites, inondées, et donc ça va créer des migrations. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin, même 50 cm. Le deuxième point qui était abordé dans notre petit fascicule sur l'océan et le climat, c'était les courants marins qui régulent le climat. Donc ça, c'est une image je vais dire un gros mot, de la circulation thermohaline. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un énorme, j'en connais une là-bas qu'on a entendu parler. C'est comme un tapis roulant mondial avec des courants chauds, des courants froids, qui sont parfois en surface, parfois en profondeur. Et ces courants-là, en fait, régulent complètement le climat. C'est-à-dire qu'un courant froid va absorber un trop-plein de chaleur à un endroit, quand il est en surface. Ensuite, il va couler, peut-être. Et il va réapparaître à un autre endroit, qui va être plus froid
que son eau, et donc il va relâcher de la chaleur. Et donc ça agit vraiment comme tampon. S'il n'y avait pas cette grande circulation thermohaline dans tout l'océan mondial, on aurait des variations entre les saisons qui seraient beaucoup plus extrêmes que maintenant. Là, même s'il fait plus froid en hiver qu'en été, on n'a pas des variations de 80 degrés. Sans ce courant-là, ce serait le cas. Donc la vie sur Terre serait complètement différente. En quoi les changements globaux qu'on est en train de voir sont un problème? C'est que ces courants-là vont être fortement modifiés par notre activité. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ces courants-là, ils étaient parfois en surface, parfois en profondeur. Et il y a deux choses qui régulent vraiment cette profondeur du courant, cette densité de l'eau, c'est la température et c'est la salinité. Donc la salinité, on a déjà vu que forcément, si l'atmosphère se réchauffe, l'eau va aussi se réchauffer, donc elle va se dilater, elle va être plus légère, et forcément, si elle est plus légère, elle coule moins. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Donc si l'eau se réchauffe trop, on aura toujours des différences de température, mais peut-être plus suffisantes pour que l'eau coule aux endroits où elle coule actuellement. Et la densité, tout à l'heure, on a discuté de la fonte des glaces terrestres, qui sont donc de l'eau douce. L'apport d'eau douce au niveau de l'océan va faire diminuer la salinité, et en faisant diminuer la salinité, et vous faites aussi en sorte que l'eau est moins dense, plus légère, et donc elle flotte moins. Elle coule moins, pardon. Et donc, si vous avez de l'eau qui coule moins, et parce qu'elle est moins salée, et parce qu'elle est plus chaude, potentiellement, vous pouvez complètement arrêter cette machine océanique, ce grand courant thermohalin mondial, et donc complètement changer les saisons. Peut-être que dans 200 ans, à cause de cette modification du courant, on aura un désert au niveau de l'Europe, et peut-être qu'il y aura des pôles qui seront beaucoup plus importants, ou que sais-je. Donc c'est quelque chose qu'on doit aussi garder à l'esprit. Le troisième point qu'on a abordé dans ce petit guide, c'est les phénomènes climatiques extrêmes. Vont-ils augmenter ou non? Ça, c'est une question qu'on entend systématiquement. Là, je vous ai mis une photo, une infographie de la NASA sur le phénomène El Niño de 1997-1998. El Niño, c'est un phénomène qui a une origine atmosphérique et qui, en fait, se traduit pour nous par une arrivée massive d'eau chaude le long des côtes du Pacifique. Et il y a aussi des épisodes El Niño qui sont un peu moins importants dans les autres bassins océaniques, mais le plus connu, c'est vraiment au niveau du Pacifique. Et en fait, ce phénomène El Niño, il est créé par un affaissement de certaines cellules atmosphériques, parce que les conditions changent. Il fait plus chaud, il fait moins chaud, la pression change. Il n'y a plus d'alizés. Et en fait, ces alizés permettaient de stocker toute l'eau chaude à l'ouest du Pacifique, au niveau de l'Indonésie et de l'Australie. Le vent poussait l'eau chaude, et donc ça restait bloqué à l'ouest. Quand les alizés s'arrêtent, parce qu'il y a ce problème atmosphérique qui se passe, il y a cette énorme poche d'eau chaude qui va dévaler l'océan Pacifique au niveau de l'équateur et qui va se retrouver au niveau de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Et cette côte d'Amérique du Sud, elle n'est pas du tout habituée à avoir de l'eau chaude. En fait, là-bas, il y a un courant, une remontée d'eau froide qui se produit toute l'année, toujours grâce à ces alizés. Il y a de l'eau profonde, froide, très riche en nutriments qui remonte, qui fait que c'est aussi une zone très très productive. C'est la zone de pêche la plus importante au monde. On n'y pêche pratiquement que de l'anchois, mais c'est là où il y a le plus de pêche au monde en termes de tonnage. Et quand il y a cette énorme poche d'eau chaude qui dévale de l'ouest du bassin Pacifique, cette remontée d'eau froide n'a plus lieu. Et donc, il y a toute l'économie régionale qui est modifiée. Tous les animaux qui y vivaient n'y vivent plus, parce qu'ils ont des températures optimales qui sont plus du tout dans les températures de cette eau chaude-là. Il y a aussi les coraux qui vont blanchir, donc je vais en parler dans la diapo suivante, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout anodin, d'avoir de l'eau chaude. Nous, en tant que baigneurs estivaux, on peut se dire que c'est une bonne chose d'avoir de l'eau chaude, mais pas pour tout le monde.
Et donc là, cette année, 2015-2016, il y a un épisode El Niño qui est très très important. Voilà, il doit être terminé maintenant ou il doit être en train de se terminer. Mais en tout cas, on voit vraiment des conséquences au niveau mondial, au niveau de la pêche, au niveau de la mousson, au niveau des sécheresses dans d'autres endroits. Voilà, il y a vraiment des conséquences négatives pour tout le monde, que ce soit les humains ou la vie océanique, la faune, la flore, partout dans le monde. Le quatrième point qu'on a évoqué, c'est, alors juste pour terminer, pardon, parce que j'ai pas répondu à la question, est-ce que les phénomènes climatiques extrêmes vont augmenter? Oui, les scientifiques pensent qu'ils vont augmenter parce que on va toucher à l'atmosphère, puisqu'il va y avoir plus de fonte de glace, va y avoir plus d'humidité dans l'air qui va être plus chaud, donc voilà, ça risque de créer plus de tempêtes. On parle beaucoup d'ouragans extrêmes qui vont arriver de plus en plus souvent. On a l'impression déjà que c'est le cas, qu'il y a des tempêtes tropicales très très récurrentes. Donc les phénomènes comme El Niño potentiellement vont augmenter dans le futur à cause de nos actions, à cause du fait qu'on brûle beaucoup d'énergie fossile. Quatrième point, donc l'acidification de l'océan, qui est là encore une conséquence directe de nos émissions de CO2. L'acidification de l'océan, c'est quoi? C'est très simple. Le CO2 atmosphérique qu'on rejette en brûlant du pétrole, du charbon ou d'autres énergies fossiles va être absorbé par l'océan. Il va y avoir une diffusion et ce CO2-là va être dissous dans l'eau. Ce faisant, il y a de l'acide qui va être créé avec la réaction chimique qui se produit. Et là, pour avoir une image très simple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez par exemple du vinaigre sur du calcaire? Ça fait des bulles, et au bout d'un moment, il n'y a plus de calcaire. Le calcaire, c'est très important pour le milieu marin, parce qu'il y a plein de coquilles, d'escargots, d'huîtres, de plein d'animaux, de phytoplancton aussi, qui sont faits de calcaire. Donc forcément, si vous augmentez l'acidité de l'eau, potentiellement vous allez détruire ces carapaces ou ces squelettes calcaires. Donc vous allez tuer les animaux et les plantes qui vivent à l'intérieur. Et donc un exemple qu'on connaît très bien, c'est le corail. Le corail, il y a énormément de biologistes marins qui travaillent là-dessus, en lien avec le réchauffement climatique. Le corail, c'est un animal qui a un cycle de vie un peu particulier. C'est très proche de la méduse. Et en fait, il vit en petits tas, en colonies qu'on appelle des polypes, et qui va sécréter une carapace calcaire pour se protéger. Et à l'intérieur de cette carapace calcaire, il y a des petites algues qu'on appelle du phytoplancton, qui va se développer et qui va lui permettre, par une relation symbiotique, de vivre. Donc en fait, la journée, cette algue symbiotique qui vit dans la carapace, dans le polype, dans le corail, va faire de la photosynthèse, et donc va produire du sucre pour le corail. Le corail, lui, en fait, il va assurer la protection de l'algue, et il va aussi lui donner des déchets qu'il va produire lors de son alimentation, qui va permettre à l'algue de bien se développer. Donc c'est ce qu'on appelle une relation symbiotique. Le problème, c'est que cette relation, elle ne fonctionne pas quand l'eau est acide et quand l'eau est chaude. Quand l'eau est chaude, parce que l'algue est très sensible à la température, donc elle va juste quitter son hôte. Et quand le corail n'a plus d'algues dans ses tissus, il meurt parce qu'il ne peut plus s'alimenter correctement. Et en plus, il y a le corail qu'on connaît, nous, dans sa forme solide, la carapace calcaire, qui va se dissoudre. Pourquoi c'est un gros problème? Le corail qui vit dans les couches superficielles de l'océan, il est présent entre les deux tropiques, autour de l'équateur. C'est là où il y a les populations humaines qui sont les plus sensibles à tous les problèmes de sécurité alimentaire. Voilà, c'est des pays qui sont en général relativement pauvres. Et les récifs coralliens, là où il y a ces agrégations de corail, c'est des zones qui sont très très productives en poissons. Les poissons, ils vont dans les récifs coralliens pour se nourrir, pour se protéger, pour se reproduire. Et donc, si vous faites disparaître les coraux parce que l'eau est trop chaude ou trop acide, forcément, vous allez mettre à mal toute la chaîne alimentaire qui vit autour.
et aussi mettre à mal les populations locales, côtières, qui dépendent du milieu marin pour leur survie. Un autre point qu'on avait abordé, c'était l'océan profond, piège à carbone, oui ou non. Alors ça, c'est là peut-être que je parle complètement chinois. Un piège à carbone, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet de capter le CO2 atmosphérique qu'on rejette avec notre combustion d'énergie fossile et qui permet de le stocker à très très long terme. On parle de milliers, voire de millions d'années, soit dans le sol, soit dans l'océan. Tout à l'heure, j'ai dit que l'océan générait à peu près 50% de l'oxygène qu'on respirait. Ça, c'est grâce au phytoplancton. En fait, le phytoplancton, c'est une forêt, c'est la forêt océanique. C'est des petites algues qui vivent partout, et qui font de la photosynthèse, qui rejettent de l'oxygène. Le problème, c'est que ce phytoplancton-là, quand il meurt, en fait, il va sédimenter et il va re-rentrer dans la chaîne alimentaire. Il va se faire manger, ou il va être mangé pendant qu'il est encore vivant, et en fait, il reste à 99% dans la couche superficielle de l'océan. Donc le phytoplancton, même s'il va capter des quantités monstrueuses de CO2 dans l'atmosphère, il ne va pas le séquestrer. Ce qui va séquestrer le carbone à très long terme, c'est l'océan profond. Pourquoi? L'image a disparu. J'avais mis une jolie photo de poisson absolument terrifiant, une lotte de mer épineuse, qui est un poisson qui vit dans les abysses. Et on s'est aperçu il y a très très peu de temps que dans des profondeurs moyennes de l'océan, autour de 400, 500, 600 mètres de profondeur, il y avait énormément de poissons qui vivaient. On ne les avait jamais pêchés avant, d'une part parce qu'ils vivent en plein milieu de l'océan, d'autre part parce que c'est des petits poissons qui sont tout flasques, plein d'arêtes, pas du tout commercialisables. Ces poissons-là vont se nourrir du phytoplancton, mais ils vont aussi être mangés par les animaux très profonds qui vivent dans les profondeurs. Parce que les animaux qui vivent dans les profondeurs, en fait, ils vont remonter pendant la nuit pour se nourrir, et en mangeant ces poissons-là qui vivent à des profondeurs intermédiaires, et en redescendant en journée pour se protéger de leurs prédateurs ou pour se protéger de la lumière, ils vont séquestrer du poisson au fond, du CO2 au fond. Ils vont séquestrer ce CO2-là de plusieurs manières, en faisant des excréments. Ça, c'est la première manière. Ils vont consommer de la nourriture en haut, ils font leurs besoins en bas, donc ça reste en bas. Ils vont mourir, ou ils vont eux-mêmes se faire manger. Et donc, ceux qui auront mangé ces poissons-là, pareil, ils vont faire leurs excréments, ils vont mourir, ou ils vont se faire manger. Mais tout ce qui est libéré en carbone au fond de l'océan, en dessous de 500 mètres de profondeur, reste au fond de l'océan. Donc toute cette migration verticale, cette chaîne alimentaire verticale qui a lieu entre le jour et la nuit est absolument fondamentale dans le rôle de l'océan pour réguler le climat. Et donc c'est pour ça que nous aussi on se bat pour interdire la pêche en eau profonde. C'est que ces poissons-là, ils rendent un service absolument énorme à la société en allant capter le CO2 là où il est, en surface, dans les poissons qui vont se nourrir du phytoplancton, et en le séquestrant au fond de l'océan. Si on détruit cet habitat-là, ou si on pêche ces espèces-là, on va devoir construire des usines de séquestration de carbone. Donc c'est ce que l'Angleterre voulait faire. Je vais vous donner un exemple que je trouve très parlant. Ils ont abandonné le plan depuis. Donc ils ont eu l'air de comprendre qu'il valait mieux protéger les poissons profonds. Mais ils avaient prévu de construire 2 usines de séquestration du carbone au Royaume-Uni pour une valeur de, je crois que c'était 10 milliards d'euros 10 milliards d'euros par an sur une période de 10 ans. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent public. Je vous laisse faire le calcul. Alors que, en fait, le produit économique de cette pêche-là ne représente rien. Ça représente 1%, 2% de cette valeur-là que eux-mêmes étaient prêts à injecter pour fabriquer des usines. Et en fait, quand on regarde les capacités de séquestration du carbone de ces usines-là et des estimations qu'on a de la biomasse de poissons dans les eaux du Royaume-Uni, on se rend compte que c'est pareil. Donc on était prêt à mettre 100 milliards d'euros dans des usines
pour en fait pouvoir pêcher quelques millions d'euros de poissons profonds. Donc on détruisait un service écosystémique qui nous aurait permis en fait d'allouer de l'argent ailleurs, dans la protection d'autres choses ou dans la création d'emplois ou dans l'éducation. Donc ça c'est quelque chose, c'est un argument qui nous sert très souvent, parce qu'on nous oppose toujours l'argument économique à nos arguments de protection. On nous dit toujours, mais si vous interdisez la pêche en eau profonde, vous allez mettre à mal les pêcheurs, vous allez casser un secteur économique. Et en fait, ce secteur économique-là, d'une part, il n'existe pas, on l'a vu tout à l'heure, puisque la pêche en eau profonde est viable uniquement grâce à l'injection d'argent public et de l'argent des maisons mères. Mais en plus, on détruit des services écosystémiques pour lesquels on va devoir injecter encore plus d'argent pour contrer l'effet. Donc voilà, on utilise cet argument-là maintenant pour dire, bah non, en fait, en protégeant les poissons profonds, certes, on va peut-être détruire une dizaine d'emplois et on va empêcher la génération de 10 millions d'euros, mais on va empêcher l'utilisation de 100 millions d'euros pour faire ce service écosystémique. Et enfin, les conséquences sociales et économiques. J'adore cette image. Donc vous pouvez voir sur la droite un homme riche qui est très intelligent, qui va aller pêcher ce que l'homme pauvre a pêché. C'était l'image de ma thèse. Je la cale maintenant dans toutes mes présentations pratiquement. Les conséquences sociales et économiques de ce dont on a discuté sont phénoménales. On a parlé de migration de la population à cause des inondations, de la destruction de la côte avec l'augmentation du niveau de la mer. On a aussi discuté de l'acidification de l'océan dans la ceinture intertropicale qui va créer d'énormes problèmes de sécurité alimentaire et encore donc de migration pour les populations côtières. Quelque chose dont on n'a pas discuté encore, c'est les conséquences environnementales pour les poissons. Et c'est quelque chose auquel on n'y pense pas en fait. Un poisson, il est comme nous, il a une température qu'il préfère. Nous, on aime bien quand il fait 20 degrés. C'est notre température optimale. Il y a des poissons qui aiment bien les eaux très froides. Il y a des poissons qui aiment bien les eaux très chaudes. Et en fait, ces poissons-là vont suivre les masses d'eau avec leur température optimale. Donc, si vous faites chauffer l'eau au niveau équatorial, je vous répète, c'est là où les populations sont les plus dépendantes des ressources marines, sont les plus fragiles au niveau de la sécurité alimentaire. Si vous chauffez trop l'eau au niveau de l'équateur, les poissons qui y vivent, ils vont migrer vers les pôles, parce qu'ils vont suivre les masses d'eau qui sont plus froides. Ça va se transférer sur toute la planète. Au niveau des pôles, l'eau va chauffer aussi, sauf qu'elle va devenir trop chaude pour les poissons qui vivent, et eux, ils vont purement et simplement disparaître. Ils n'auront pas d'endroit où l'eau sera assez froide pour survivre. Et donc, c'est cette image-là, qui est la seule carte scientifique de la soirée. C'est ma dernière diapo. Vous voyez les changements potentiels de capture au niveau mondial. Quand c'est bleu, c'est du bonus, ça veut dire que vous allez avoir plus de poissons. Quand c'est rouge, c'est pas très bon, ça veut dire que vous allez avoir de moins en moins de poissons. Et ce qu'on voit, c'est que c'est au niveau de l'équateur, là où les pays sont les plus pauvres, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, que c'est tout rouge. Donc il y aura de moins en moins de poissons, parce que l'eau va être trop chaude et que les poissons vont migrer vers les pôles pour trouver de l'eau qui est encore à une température optimale, pour leur physiologie, pour leur reproduction, pour leur nutrition. Et les grands vainqueurs, ça va être nous. Ça va être nous, puisque en fait, on aura des eaux à des températures intermédiaires. Donc les poissons qui vivaient au niveau de l'équateur, ils vont remonter vers nos eaux. Ça se voit déjà. Vous allez en Méditerranée, vous avez plein de poissons qui vivaient avant dans la mer Rouge. C'est pas que des invasions qui sont dues au canal de Suez. C'est aussi si les poissons s'installent et se développent et deviennent invasifs, c'est parce qu'ils se plaisent dans ces conditions-là. Si vous allez sur les côtes bretonnes de la Manche, Atlantique, en mer du Nord, vous allez voir des poissons que vous n'avez jamais vus. Un exemple moi qui m'a frappé, c'était l'année dernière à Sète. Alors pour le coup, c'est pas en Bretagne, c'est en Méditerranée. À Sète, dans le canal qui va de la mer jusque dans les temps de Thau, on a trouvé des barracudas. Pas des tout petits, hein, des barracudas qui étaient déjà bien vigoureux. Et ils ont été vus plusieurs fois. Les barracudas, c'est de mémoire d'homme jamais vu à Sète.
Et il y a plein d'exemples comme ça tout le long de la côte française, tout le long des côtes européennes, de poissons qui migrent, qui s'installent, qui potentiellement peuvent devenir invasifs. Ça peut créer d'énormes tensions au niveau des pays. Prenez par exemple l'exemple du Canada et des États-Unis. Ces deux pays-là ont des accords binationaux pour l'exploitation du flétan du Pacifique ou du saumon du Pacifique. Et donc ils disent voilà, on a une estimation du nombre de poissons. Le Canada, moi j'en prends 80%, États-Unis t'en prends 20%, pour l'autre espèce c'est l'inverse, donc j'en prends 20%, t'en prends 80%. Avec ces migrations-là, ces accords transnationaux, ils vont être complètement remis en question. Ça risque peut-être pas de créer des guerres, mais en tout cas de créer des sacrées tensions au niveau diplomatique. Et encore une fois, ça va créer d'énormes migrations. On le voit déjà, il y a énormément, on parle souvent des problèmes de migrants en Europe. Il y a des études qui sont faites et qui montrent que les migrants africains migrent en partie parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans leurs eaux. Alors c'est pas forcément parce que les poissons migrent vers les pôles, c'est aussi parce que nous, Européens, nous allons pêcher des poissons en Afrique et qu'on pêche trop efficacement et que donc la ressource disparaît. Mais on voit vraiment qu'il y a un lien entre la pêche et les migrations. Voilà, donc ça c'était la dernière question qu'on abordait dans le guide. C'est la dernière diapo de la soirée. Et maintenant, on va prendre les questions. J'espère que vous en avez beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si. Est-ce que je pourrais avoir un éclaircissement pour ma connaissance? On a expliqué que le CO2 se dissolvait dans l'océan et qu'il allait attaquer les coquillages. Quand un CO3 se dissout dans l'eau, comment voulez-vous qu'il puisse déplacer un carbonate de calcium? Il va falloir que je me remette à mes équations. Vous allez former un acide relativement fort. Vous dissolvez du CO2, vous ne faites que l'acide carbonique, et l'eau gazeuse n'a jamais dissous du calcaire. Le Perrier, c'est l'acide carbonique dissous dans l'eau. Oui, alors ça ne dissout pas le calcaire. Ça ne mousse pas. Alors vous prenez l'exemple du vinaigre. Vous avez raison. Mais le vinaigre est un acide autrement plus fort. Oui. Que l'acide carbonique. Hein. Oui. Mais alors, on parle de réactions qui sont beaucoup plus lentes aussi que du vinaigre sur de la craie. Mais c'est pas forcément non plus les mêmes. Par exemple, dans le cas du corail, c'est une forme spéciale qui s'appelle l'aragonite. Et alors, moi, je suis pas du tout spécialiste des équations calcaires. Toujours est-il que c'est quelque chose qui ressort dans toutes les publications sur l'impact du CO2 sur la vie marine. Là, dans ce guide, nous, c'est un guide qu'on a écrit en reprenant les publications scientifiques. Donc après, peut-être qu'il y a un débat qui existe sur les acides forts, les acides faibles, dont je ne maîtrise pas du tout les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est discuté abondamment dans la littérature. L'acidification de l'océan va avoir un impact sur les squelettes calcaires des animaux et des plantes. Oui, elle est quantifiée. Je crois que ça a diminué. Au niveau des chiffres, je peux pas vous dire, mais c'est une acidification très forte. On parle de 0,1 tous les, je sais plus combien, tous les quelques dizaines d'années, mais c'est très très fort. C'est loin d'être négligeable.
Mais c'est quantifié. Je pourrais vous trouver des chiffres exacts si vous souhaitez, mais il y a des publications là-dessus. Ouais. Ils ont réussi à dire entre 1900 et 2010, ça a diminué de tant de pH. Mais je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact ce soir. Monsieur a séché tout le monde. Je suis presque KO, moi. Allez, on a d'autres questions. Bonjour, moi je voulais juste savoir s'il y avait des espèces de poissons à discriminer, enfin à ne pas manger, pour justement pour lutter, avoir un impact sur les pêches en eau profonde. Oui, ça c'est une question qui revient systématiquement. On est en train de mettre à jour notre page internet là-dessus, qui est obsolète à un point inimaginable. Donc c'est prévu pour mi-mars. Pour le 15 mars, on aura une mise à jour de cette page-là. C'est une question qui est très compliquée en fait. On ne peut pas dire, à part pour quelques espèces, que c'est à proscrire. Les espèces à proscrire, c'est très simple, c'est les espèces qui vivent en eau profonde, pour la simple et bonne raison que c'est des espèces qui ont des caractéristiques de vie qui sont très particulières. Elles peuvent vivre jusqu'à 150, 160 ans. Elles peuvent se reproduire pas avant 30 ans. Elles vivent très très lentement, se reproduisent très très lentement. Donc forcément, si vous pêchez sur une population de poissons qui se reproduit pendant 30 ans et qui vit jusqu'à 150 ans, vous la mettez très 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 rapidement en danger. Pas forcément d'extinction parce qu'elle vit peut-être hors de portée de là où on la pêche, mais en tout cas au niveau économique, c'est pas durable. On va forcément arriver très très vite à terme de cette pêche. D'autres espèces qui ont des caractéristiques assez similaires mais qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est les thons, les requins, les poissons porte-épée comme les marlins ou les espadons. Ça aussi, ce sont des poissons qui vivent relativement longtemps, qui peuvent avoir une maturité sexuelle assez tardive et qui donc sont sensibles à la pression de pêche. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les populations de requins, de poissons porte-épée, de thon sont en déclin assez drastique. En Méditerranée, par exemple, il y a les populations de requins qui ont diminué de 99% par rapport à l'ère pré-industrielle. Il n'y a plus de requins. Voilà, c'est clairement, c'est plus clair comme ça. Et en gros, on estime que les populations de grands carnivores, c'est les poissons qu'on appelle grands carnivores, ont diminué de 90% au niveau mondial. Donc cela, c'est pareil, il faut les proscrire, dans la mesure du possible. Après, c'est une question qui est très complexe. Il n'y a pas vraiment de méthode de pêche qui est absolument vertueuse. Nous, ce qu'on dit, c'est que les méthodes de pêche les plus destructrices sont à éviter. Donc là, on parle de chalut de fond, pas forcément profond. Chalut de fond, vous pouvez chaluter au fond à partir de 0 mètre de profondeur. Un chalut de fond entraîne systématiquement la destruction de l'habitat. Donc c'est pas quelque chose qui est durable. Après, il y a des zones qui ont été chalutées pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui sont extrêmement productives, mais qui n'ont plus aucun relief, qui n'ont plus d'éponges, de corail. Donc on peut continuer. Nous, on n'est pas opposé à la pêche au chalut de fond sur ces zones-là. Par exemple, en mer Baltique, chaque centimètre carré a été chaluté plusieurs fois par an depuis la révolution industrielle. Il n'y a plus rien à part 3 espèces. Et ben, ainsi soit-il. Continuons à pêcher ces 3 espèces. C'est très productif. On n'arrivera jamais, à moins de mettre des milliards et des milliards d'euros dans la restauration de ces écosystèmes, à retrouver un écosystème avec une biodiversité abondante comme avant. Donc c'est vraiment une question qui est pas simple. Mais maintenant, depuis janvier 2015, sur les étiquettes des poissons, maintenant vous pouvez voir l'engin de pêche qui est utilisé. Et donc, vous pouvez préférer, par exemple, la pêche à la ligne, la pêche au casier, à la pêche au chalut de fond, qui détruit les habitats. Donc, vous avez quand même des clés de compréhension qui sont
un peu compliqués, mais qui peuvent vous permettre de choisir votre poisson. Mais regardez notre site à partir de mi-mars. Dans votre dernière diapo très colorée, et assez effrayante d'ailleurs, on voit que le pôle Nord est tout bleu et le pôle Sud est tout rouge. Oui. Donc il y en a un qui a tout bon et l'autre tout mauvais. Pourquoi ? Alors ça c'est des projections. C'est des scientifiques qui ont fait tourner des modèles à partir des données qu'ils ont collectées. Parfois il y a des surprises. Là vous expliquez pourquoi le pôle Sud est tout rouge alors que le pôle Nord est tout bleu. Je pourrais pas vous le dire. Même les scientifiques qui ont fait l'étude ne pourront pas, je pense. Mais c'est pareil quand on regarde les cartes un peu dans le même genre d'augmentation de température de la surface de l'océan ou de la température de l'air dans l'atmosphère, vous allez avoir des poches qui sont rouges, des poches qui sont bleues. C'est pas une augmentation uniforme de la température. Ça, c'est juste tous les paramètres qui sont rentrés dans les modèles qui font que les résultats diffèrent d'une région à l'autre. Mais là, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est très concrète. En début de présentation, vous nous avez dit que votre ONG faisait en sorte de relayer l'information et la prévention au niveau des écoles, des enfants, etc. Concrètement, je ne sais pas où vous êtes situé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur Biarritz. Je ne sais pas si vous êtes dans le sud de la France ou sur Paris. Concrètement, nous, à notre échelle, comment on peut relayer cette information-là au niveau des écoles ? On vous appelle, on vous demande de venir faire des interventions. Est-ce qu'on peut, nous, être relais sur place concrètement de ce que vous transmettez et de ce qu'il faut absolument transmettre, je pense, chez les tout-petits. Voilà. Alors, effectivement, on est basé à Paris. On est une équipe de taille relativement modeste, donc on ne peut pas effectivement se déplacer partout. On intervient quand même dans les cursus universitaires ou des grandes écoles pour faire des conférences ou des cours. Pour les plus petits, en revanche, on est en train de mettre en place des kits pédagogiques qui vont être transmis aux professeurs qui le souhaitent pour pouvoir s'approprier les problèmes de l'océan et transmettre ces connaissances-là aux petits. Parce qu'effectivement, nous, on n'aura pas les moyens financiers et humains d'aller dans toutes les écoles de France pour faire ça. Et à Biarritz, on a eu l'exposition Abyss qui a été c'est la cité de l'océan, mais c'est tout ce qu'on a fait à Biarritz. Oui. Bonsoir. Il y a quelques années, on a quand même parlé des pluies acides sur le centre et l'est de l'Europe. C'est des pluies acides qui ont touché, et le nord de l'Europe également, qui ont touché jusque dans les forêts vosgiennes de manière importante. Ces pluies acides, est-ce que je pourrais poser une question à la sommité scientifique qui nous a ébahis avec son CO3 ? Ces pluies acides, moi je les ai vues tomber, ça moussait pas, et pourtant elles étaient acides, elles ont détruit quand même, avec le soufre, le carbone et beaucoup d'autres choses, elles ont détruit des forêts. Alors si monsieur peut m'expliquer comment ça n'interviendrait pas dans l'océan ? C'est ce qu'il y a dans vos batteries. Ça, c'est du vrai acide. Et quand monsieur parlait du puits de CO2, le CO2, c'est pas un acide fort. Et les pluies acides dont vous parlez dans l'Europe centrale et dans les forêts vosgiennes, c'est surtout le résultat d'une combustion de charbon ou de lignite, qui sont des composés contenant beaucoup de soufre. Maintenant, en pluie acide, n'oubliez pas qu'il y a un certain volcanisme sur Terre qui est extrêmement sulfuré et acide. Je vous aide un tout petit peu quand même pour les pluies. Mais c'était une question pour vous, pas pour moi. J'ai répondu à monsieur, je vais le sommiter, moi, sans faux. Mais c'est la différence entre un acide fort et un acide faible. Bonsoir. Ouais, là. Oh non, il n'y a pas de mal. Non, c'était une simple question par rapport à l'origine de la conférence. Vous avez parlé que dans les boîtes de thon rouge, on ne trouvait pas de thon rouge, particulièrement en Irlande.
Alors, le thon rouge, c'est pas des boîtes. Ouais, c'est tellement cher que ce serait un peu du gâchis de le mettre en boîte. Oui. Si jamais vous allez au restaurant japonais et que vous commandez du thon rouge, j'allais dire du chou rouge, je commence à fatiguer, que vous commandez un sashimi de thon rouge, il y a de très grandes chances, à moins que vous le payiez 150 € l'assiette, que ce soit du thon rouge. C'est pareil quand si vous allez au restaurant chinois et que vous commandez de la soupe à l'aileron de requin, je vous le déconseille. Et que vous la payez pas 100 € le bol, il n'y a pas d'aileron de requin dedans. Ce sont des mecs qui sont extrêmement courtisés par le marché asiatique, avec des prix défiant toute concurrence. Donc en général, quand vous achetez des sushis à 5 € la boîte, avec du thon rouge, c'est pas du thon rouge, c'est une autre espèce de thon, mais c'est pas du rouge. D'accord, mais c'est une malhonnêteté qui vient de la part des industriels ou restaurateurs? Bah les deux. Ouais. On verra ça plus tard. Mais en gros, ouais, c'est parce que si on achète des sushis où c'est marqué thon rouge dessus, il y a pas un contrôle, non? Oui, il y a très peu de contrôle. Les inspecteurs, ils font une analyse de temps en temps, mais c'est quand même relativement facile de passer au travers des mailles du filet. Ok. Oui, bonsoir. Deux questions. Quelle est l'origine de Nino, El Niño, et pourquoi El Niño? On pourra peut-être le modifier, vu son ampleur. Et puis, donc les tâches de chaleur, il n'y a pas un rapport avec la profondeur sous-marine? Non? Alors là, pour les taches de couleur sur cette carte-là ou sur, ouais, c'est possible. Effectivement, le plateau continental, la profondeur du plateau continental pourrait jouer. Ça pourrait être un des paramètres qui explique pourquoi c'est rouge à cet endroit-là et pas bleu. Faudrait que je relise les publications et voir ce qu'ils ont rentré dans leur modèle pour voir. Et El Niño, l'origine. Pour comment ça a été créé ou par rapport au nom El Niño? Ah, mais son futur, en fait, il n'y a pas de choses certaines. On ne sait pas vraiment s'il va y en avoir vraiment plus qui vont être plus intenses. On pense, enfin les scientifiques qui font les études pensent que ça va aller en s'accélérant et que ça va être des phénomènes plus importants. Comment contrer ce phénomène-là à partir du moment où son origine est atmosphérique? Je vous ai dit que c'était un phénomène atmosphérique qui faisait que les alizés n'avaient plus lieu. Les alizés, ce sont des vents qui sont parallèles à l'équateur, constants tout au long de l'année. Et en fait, quand il y a des conditions atmosphériques favorables à El Niño, ces alizés-là n'existent plus. Comment contrôler les vents? Je crois. Ouais. Ben, pour certaines populations, ça a des effets bénéfiques. Pour d'autres, ça a des effets négatifs. Ça dépend, là encore, à certains endroits, les phénomènes El Niño, ils vont créer des sécheresses, d'autres des moussons. Aux endroits où vous avez une remontée d'eau froide, vous n'allez plus l'avoir, donc la pêche qui en dépend ne va plus exister. Donc effectivement, le message, il n'est pas toujours tout noir, tout blanc, mais globalement, c'est quand même un phénomène qui est perçu comme négatif. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Et je voulais vous interroger sur votre avis sur l'aquaculture en tant qu'alternative à la pêche, mais aussi en tant qu'impact sur l'environnement, qui est loin d'être neutre dans certaines régions du monde. Merci. C'est aussi une question qui revient très régulièrement dans nos interventions. On a un avis assez partagé sur la question.
Là encore, ça dépend de là où on se situe. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, nous, ce qu'on désire, c'est des poissons qui sont carnivores. On aime bien le saumon, on aime bien la dorade, on aime bien la morue, le cabillaud, pardon. On aime bien le thon. Tout ça, ce sont des poissons, lorsqu'ils sont élevés, qui nécessitent une alimentation à base de poissons sauvages. Et pour créer 1 kilo de saumon ou de cabillaud ou d'autres poissons carnivores, il faut plus qu'1 kilo de poissons sauvages. Donc déjà, c'est pas une solution. Alors c'est pas n'importe quel poisson qui rentre dans l'alimentation des poissons d'élevage. On va pas nourrir un saumon avec du thon rouge. C'est généralement des anchois, des sardines, donc des poissons qui sont relativement peu appréciés par les consommateurs et qui sont donc réduits en farine pour rentrer dans l'alimentation des poissons, mais aussi des poulets, des porcs. Voilà. On a une étude qui va être en cours là-dessus. Mais à d'autres endroits, par exemple en Asie ou en Afrique, l'aquaculture peut aussi assurer des besoins en sécurité alimentaire qui sont cruciaux. Donc ça dépend vraiment de là où on se situe. Il y a aussi de l'aquaculture de poissons herbivores qui là a beaucoup moins d'impact sur les populations sauvages de poissons puisqu'ils ne sont pas pêchés pour entrer dans leur alimentation. Et effectivement, après vous avez aussi soulevé la question de la pollution qui est due aux fermes d'aquaculture. Souvent, je vais prendre par exemple les fermes de saumon d'élevage en Norvège ou au Canada ou au Chili. Ces fermes, c'est un bien grand mot en fait. C'est juste un filet qui est mis dans les fjords, là où les saumons passent au moins une partie de l'année pendant leur migration. Et le filet, il est ouvert sur le monde extérieur. Donc quand les poissons font leurs besoins ou que l'éleveur va déverser des kilos et des kilos d'antibiotiques ou de pesticides dans sa ferme, ça va se retrouver dans le milieu naturel. Il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent par rapport à cette ferme en milieu ouvert, et la solution, ce serait de faire de l'aquaculture en milieu fermé. Donc faire de l'aquaculture dans des bassins fermés sur terre où on contrôle la qualité de l'eau, on contrôle la température, le pH, la quantité d'antibiotiques qu'il y a dedans, et où tout ce qui est rejeté dans la nature serait filtré et propre. Ça coûte beaucoup plus cher, donc c'est pas encore mis en place. Il n'y a pas vraiment de contraintes juridiques qui obligent les fermes d'aquaculture à mettre ces systèmes en place. Donc ça peut potentiellement résoudre certains problèmes de sécurité alimentaire, mais c'est pas forcément une solution à la surpêche ou à la destruction de l'habitat. Comme toujours, c'est ni tout blanc ni tout noir. Oui, bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention. Et au tout début de la conférence, vous aviez commencé en disant que vous travailliez essentiellement sur les eaux profondes, les milieux profonds. Et je voulais savoir quels allaient être vos futurs axes de recherche et vos futures actions, en fait. Voilà. Oui. Donc, effectivement, on espère que la question du chalutage en eau profonde va être réglée assez rapidement au niveau européen. La France a annoncé maintenant soutenir cette proposition d'interdiction. La France, avec l'Espagne, c'est les deux plus gros acteurs au niveau européen. Donc on s'attend à ce que maintenant que la France soit derrière cette proposition d'interdiction, cette interdiction soit actée au niveau européen. On espère que ce sera le cas dans les mois qui arrivent. Après, on a beaucoup d'autres sujets de recherche. J'ai parlé des subventions, j'ai parlé des écolabels, j'ai parlé des accords de pêche. Tout ça, ce sont du guide de consommation qu'on va mettre en ligne mi-avril. Tout ça, ce sont des sujets qui vont prendre le dessus sur la pêche en eau profonde dans notre actualité, à court, moyen et long terme. Oui, donc du coup moi je reviens rapidement sur la pêche. En fait, j'avais entendu parler de chiffres la semaine dernière. Comment dire alors, j'avais entendu comme quoi au niveau de la pêche, il y avait à peu près 70 millions de tonnes qui étaient pêchées pour la consommation. Et en pêche totale, on était aux alentours de 115 millions de tonnes. Donc bon, ça fait une perte assez importante. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu de pêche durable et tout ça. Puis là, du coup, on parlait d'aquaculture. La pêche durable
est-ce que c'est une meilleure alternative? Et puis vous parliez aussi d'un autre type de pêche, mais je voulais savoir un peu comment on s'y retrouve, quels sont les avantages plutôt de chaque type de pêche que vous énoncez tout à l'heure en fait. Voilà. Alors effectivement, la pêche durable, c'est une alternative souhaitée. On veut que ce soit durable. Pour revenir sur les chiffres que vous citiez, c'était effectivement une grosse étude qui avait été menée sur une dizaine d'années au Canada, qui visait à réestimer les captures au niveau mondial, parce qu'en fait, les captures qui sont déclarées par les Nations Unies, enfin par les pays membres aux Nations Unies et ensuite relayées par les Nations Unies, n'incluent pas un certain nombre de secteurs. Donc, par exemple, tout ce qui est pêche de subsistance, donc les pêcheurs qui vont aller avec leur canne ou leur petit bateau pour se nourrir le soir ou le midi, ça c'est de la pêche qui est pas dans les données officielles. Tous les rejets de la pêche industrielle ne sont pas non plus inclus dans les données officielles. La pêche sportive, alors maintenant la pêche sportive c'est beaucoup relâché, hein, mais il y a toujours des pays qui relâchent pas les captures de la pêche sportive. Donc tous ces secteurs-là ont été réestimés au cours de ces 10 et 15 dernières années. Effectivement, il y a un fossé assez énorme entre les données officielles et les données réestimées. Donc c'était à peu près ça, 75 millions de tonnes officielles, alors que les réestimations sont autour de 110-115 millions de tonnes pour les dernières années. Ce qui était intéressant dans cette étude aussi, c'est que la tendance à la baisse des captures officielles a été confirmée, confortée par cette nouvelle étude. Et ces scientifiques-là, ils se sont rendus compte que les captures au niveau mondial diminuaient beaucoup plus rapidement que prévu, que déterminé par les données officielles. Et donc la raison, c'est en grande partie, parce qu'il y a de la surpêche. On a trop de bateaux qui sont trop puissants, trop efficaces pour pêcher du poisson. Maintenant, si vous allez pêcher par exemple du thon tropical, si vous êtes un armateur français pour aller pêcher du thon tropical à Madagascar, vous avez un bateau qui fait 80 ou 90 mètres de long, qui est équipé avec des sonars, qui va pêcher sur des dispositifs à concentration de poissons. Donc c'est des radeaux flottants en bambou qui ont des bâches, des filets en dessous pour attirer le poisson. Sur ces radeaux-là, vous avez des sonars qui sont maintenant capables d'estimer la quantité de poisson qui est en dessous, la taille du poisson, l'espèce. Et quand c'est rentable économiquement d'aller pêcher le banc de poissons qui circule autour de ce radeau flottant, vous, armateur, vous recevez un coup de téléphone pour dire c'est bon, tu peux aller sur le radeau X ou Y à tel endroit. Et donc c'est plus de la pêche, c'est plus de la chasse, c'est de la récolte. Ça, c'est beaucoup trop efficace pour la capacité de l'océan à générer de la ressource. Donc nous, effectivement, on est opposé à ce type de pêche-là. On est beaucoup plus pour la pêche artisanale. La pêche artisanale n'est pas, encore une fois, exempte de problèmes, hein. Vous allez dans plein de pays, vous allez avoir de la pêche artisanale au cyanure ou avec des filets avec des moustiquaires. Donc vous allez pêcher tout ce qui passe à votre portée. En France, la pêche artisanale, elle n'est pas non plus exempte de tout problème. Il y a des captures qui ne sont pas rapportées, il y a du poisson qui est rejeté à la mer, il y a des techniques de pêche qui ne sont pas extrêmement vertueuses, mais en règle générale, on est quand même plus pour la pêche artisanale. Donc c'est de la pêche côtière qui va utiliser plutôt des lignes, des casiers, des filets, en contraste à la pêche industrielle qui va aller pêcher plus au large avec des bateaux beaucoup plus gros, avec des chaluts de fond, avec des dispositifs à concentration de poissons, et qui vont avoir un impact sur l'environnement, sur l'habitat et les espèces pêchées beaucoup plus important. Mais tout ça, ce sera aussi beaucoup plus clair sur notre site mi-mars. Encore. Est-ce que vous vous êtes penché sur le... Alors oui, j'aurais bien voulu que vous puissiez remettre la carte de la circulation. C'était intéressant, ça. Thermohaline, oui. Du côté du Japon, je suppose que vous voyez où je veux en venir. Donc, est-ce que il y a des études sur la dilution des eaux de Fukushima? Et est-ce qu'il faut souhaiter plusieurs incidents de la sorte pour qu'on laisse les poissons tranquilles radioactifs, quoi?
Alors, c'est une question très sérieuse en fait, qui a été posée par des journalistes notamment, qui se sont demandé si finalement, effectivement, Fukushima n'était pas la meilleure arme de conservation, puisque personne ne veut manger du poisson qui est radioactif. À ma connaissance, toutes les études scientifiques qui ont été menées sur la dilution de radionucléotides suite à l'accident de Fukushima ont montré que la dilution était tellement importante qu'il n'y avait pas vraiment de... C'était trop dilué. Enfin, l'océan Pacifique est tellement immense qu'on n'a pas vu d'effet, à ma connaissance. Après, c'est du nucléaire, hein, ça prend des années et des années pour en voir les effets. Donc peut-être que d'ici 2, 3, 5 ans, on se dira, en fait, non, ces études-là, elles étaient pas... elles n'ont pas montré la bonne chose, quoi. Et finalement, il y a eu un impact. Mais à ma connaissance, à l'heure actuelle, on pense qu'il n'y a pas d'impact visible. Moi, j'ai une petite question, Frédéric. Je crois que c'est la semaine dernière, il y a Libération qui a publié comme quoi, en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Et du coup, je voulais savoir ce que tu avais à nous dire là-dessus. C'était un peu d'infos. Ouais, je suis en train de répondre à une question par écrit, justement, qui est exactement celle-là. Ma réponse, elle est en 2 temps. La tendance de l'exploitation des poissons, elle est à la baisse. On a de moins en moins de poissons parce qu'on détruit trop l'habitat et on surpêche trop les espèces. Et de l'autre côté, on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, et tout le plastique qu'on produit se retrouve dans l'océan. Donc d'un côté, on a une courbe qui descend, de l'autre côté, on a la courbe qui monte. Donc effectivement, à un moment, ça va se croiser. Alors c'est peut-être des chiffres tout à fait fumeux, hein. On dit 2050 parce que c'est à la fois loin mais proche. Ce sera peut-être 2060, 2070. Sait-on vraiment estimer combien il y a de poissons et combien il y a de plastique dans l'océan ? Mais en tout cas, ça soulève vraiment la question de notre rapport qu'on a avec l'océan, qui est notre garde-manger, qui est notre poumon, et qui est aussi notre poubelle. Donc il faudra un moment qu'on réalise que notre consommation excessive de produits qui terminent à la poubelle au bout de 6 mois n'est pas non plus durable. C'est pas qu'une question d'exploitation de la ressource vivante. C'est aussi une question de gestion des déchets. Ok. Moi j'avais une question, bonsoir, j'avais une question sur le piège de carbone par les abysses. On voit sur la circulation thermaline qu'il y a des upwelling, donc des remontées, et des remontées de nutriments, etc. Alors pourquoi le carbone, lui non plus, lui aussi ne remonte pas? Il remonte. Il remonte, mais cette circulation thermaline, elle se fait sur des milliers d'années, sur des dizaines de milliers d'années. Donc quand on parle de stockage de carbone, faut aussi parler d'échelle. Le phytoplancton ne permet pas de stocker de carbone à très court terme parce qu'il se retrouve tout de suite dans la chaîne alimentaire, donc il est respiré et puis hop, il se retrouve dans l'atmosphère. Le carbone qui va être capté par les poissons profonds qui remontent pour se nourrir, il va être séquestré en profondeur à plus ou moins long terme. Si ce carbone-là, il est enfoui dans les sédiments, et ainsi de suite, il va peut-être dans des millions d'années se retrouver dans des nappes de pétrole. Une nappe de pétrole, c'est ça, hein, c'est de la matière organique qui s'est transformée. Ou alors, il va juste circuler sous forme dissoute dans ce courant qui est très très lent et qui va mettre 1000, 2000, 3000 ans, 4000 ans à remonter à la surface et à se retrouver dans l'atmosphère. Donc c'est pas forcément séquestré ad vitam aeternam. Ça peut être séquestré au-delà de plusieurs générations humaines, donc à très long terme. Et donc une dernière, vous avez dit dans votre guide que c'était à destination des enfants aussi. Ce guide-là ? Oui. Non, ça c'est un guide qu'on a préparé pour la COP 21. Oui. Ouais. Mais donc je crois que vous avez mis le point sur un petit peu sur l'éducation. Oui. Et donc, comme en ce moment on parle pas mal de réduire l'alimentation en viande, on peut peut-être, je sais pas si vous en avez traité. Alors
on n'en a pas traité directement là-dedans parce qu'on s'est focalisé sur l'océan, mais effectivement la production vous faites référence aux chiffres du GIEC qui dit que l'élevage industriel c'est 30% ou 40% des émissions de CO2 au niveau mondial, de méthane et ainsi de suite. Donc effectivement la production industrielle de viande, c'est un des facteurs auxquels on doit s'attaquer si on veut tacler le problème du réchauffement climatique. On n'en a pas parlé là-dedans. Dans le guide de consommation qu'on va sortir mi-mars, c'est un des points forts. On n'est pas une association végétalienne, mais on prône quand même pour la réduction de la ration de protéines animales au sens large, que ce soit viande rouge, viande blanche, poisson. On consomme beaucoup trop de protéines animales. En règle générale, on peut trouver. On dit souvent manger du poisson, il y a de l'oméga 3. En fait, il y en a beaucoup plus dans les graines de lin. Voilà, donc on pourrait consommer des graines de lin plutôt que d'aller manger du poisson mal pêché. Mais on ne va pas non plus prôner complètement l'interdiction de la consommation de poisson. Donc c'est un problème qu'on aborde. Ouais. Rebonsoir. Je voulais. Bonsoir, c'était juste pour savoir s'il y avait, parce qu'on entend beaucoup parler de l'arrêt de ces courants marins, est-ce qu'il y a des modèles théoriques qui concernent justement les conséquences de l'arrêt de ces courants marins? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question qu'on a abordée parce qu'elle était très importante dans le guide, mais je ne pourrais pas vous dire s'il y a des... Je pense ça aurait du sens qu'il y ait des équipes de scientifiques qui travaillent là-dessus. Mais je ne peux pas vous dire quels sont leurs résultats s'ils en ont déjà. D'accord. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus précisément le chemin que parcourt le carbone depuis la surface jusqu'à, vous dites, 400-500 mètres de profondeur? Oui. Donc, le carbone atmosphérique, il va être dissous dans l'eau par diffusion et il va être utilisé par le phytoplancton pour la photosynthèse, en partie. Les plantes terrestres utilisent... je vais prendre ça, ça crache moins. Les plantes terrestres, vous savez, utilisent le CO2 atmosphérique pour faire la photosynthèse. Le phytoplancton marin, il fait exactement la même chose. Il va utiliser le CO2 qui a été dissous dans l'eau pour faire la photosynthèse. Ce phytoplancton, il va respirer la nuit, donc il va relâcher du CO2 qui va se retrouver dans l'atmosphère et qui va re-rentrer directement dans le cycle, où il va être consommé. Et à ce moment-là, le CO2, le carbone fixé dans ces tissus va être fixé dans les tissus de son prédateur, et ainsi de suite. Au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, le carbone va passer d'un échelon à l'autre jusqu'à ce que l'individu meure et sédimente. Et le problème, entre guillemets, c'est que quand ce carbone sédimente trop proche de la surface, en fait, il va re-rentrer dans le cycle du carbone. Il va être dégradé par des bactéries, donc il va y avoir de la respiration, production de CO2, ça va re-rentrer dans le cycle. Et il n'y en a que 1% à peu près, grosso modo, qui passe la couche de mixage qui se trouve à peu près à 500 mètres de profondeur. Là, ça dépend aussi de plein de paramètres, mais grosso modo, c'est 500 mètres de profondeur. Du carbone qui reste au-dessus de ces 500 mètres de profondeur va forcément retourner très vite dans le cycle du carbone. S'il passe sous les 500 mètres de profondeur, il va rentrer à très long terme il va être stocké à moyen, très long terme dans les couches profondes de l'océan, comme on a dit tout à l'heure, soit dans le courant sous forme dissoute et il va recirculer un moment en surface au bout de quelques milliers d'années, soit il va être enfoui dans les sédiments et là il restait vraiment très très long terme. Grosso modo, c'est ça. Après, il y a des boucles microbiennes, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais ça pourrait être schématisé comme ça. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de projets à un moment de bio-ingénierie
notamment en relâchant d'énormes quantités de fer au niveau de l'Antarctique, qui est une zone très très pauvre en fer. Et en fait, il y a certaines personnes un peu farfelues qui se sont rendues compte qu'en mettant du fer dans cette eau-là, on crée des blooms, en partie le nom de l'association, des blooms de phytoplancton, donc une production excessive d'algues, et que donc ça pourrait être utilisé pour stocker le carbone atmosphérique et régler le problème atmosphérique. Sauf que on ne sait pas du tout on ne sait pas ce que ça va impliquer d'autre, quoi. Donc, à ma connaissance, là encore, qui est très limitée, il n'y a pas de projet concret à court terme de bio-ingénierie de ce type, mais il y a des scientifiques qui travaillent sur ce genre de système pour fertiliser l'océan et accélérer la captation de CO2 atmosphérique par le phytoplancton. Bon, il va être l'heure du coup. Je vous invite à laisser vos adresses mail pour les newsletters, pour suivre un peu les travaux de Bloom, à consulter les bulletins de soutien. Oui, j'ai pas précisé ça, mais effectivement, l'association Bloom, on a besoin de soutien forcément. Les dons particuliers, c'est 50% de notre budget annuel. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez. Il y a des bulletins de soutien en bas. Et on envoie aussi à peu près une newsletter par mois aux gens qui nous suivent pour leur permettre de les tenir informés sur nos travaux, sur les sorties de nos rapports, de notre impact médiatique. Voilà, donc vous pouvez laisser vos coordonnées sur les cahiers en bas. Merci.